Bonsoir à tous. Déjà, merci d'être venus ce soir pour la conférence. J'aimerais commencer par dire que, d'après les derniers rapports scientifiques, 6 des 9 limites planétaires ont été dépassées. Et donc ces rapports mettent en lumière le lien entre la croissance économique d'une part et la crise écologique. Et face à cette situation, il devient nécessaire de repenser nos modes de développement afin de concilier à la fois les exigences écologiques d'une part et la garantie d'un plancher social d'une autre part. Donc, afin de mieux comprendre ces enjeux cruciaux, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Audrey Boilly. Merci à vous. Ingénieur chimiste de formation, vous êtes aujourd'hui un journaliste scientifique. Vous avez notamment travaillé pour Sciences et Avenir et vous tenez aujourd'hui un podcast et vous avez écrit un livre, Dernière limite. Après cette présentation, nous aurons droit à une phase de questions-réponses. Je vous laisse maintenant avec Madame Audrey Boilly. Bonne conférence. Bonsoir, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Il se trouve que ça me touche particulièrement de venir dans les écoles d'ingénieurs parce que je suis moi-même ingénieure de formation, ingénieure chimiste. Et en fait, je me suis ensuite reconvertie en tant que journaliste scientifique où j'ai travaillé évidemment sur des sujets de sciences, mais aussi beaucoup d'environnement. Et c'est là que j'ai pris conscience vraiment de la question des limites planétaires. Aujourd'hui, j'en ai fait mon domaine d'expertise. Donc, comme le disait votre camarade, j'ai publié un podcast et un livre sur le sujet qui s'appelle Dernière limite. J'enseigne les limites planétaires à l'université Paris-Saclay, donc pour un DU, dans le cadre d'un DU dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Agir pour le climat. Et je pense d'ailleurs que votre école est éligible à ce DU. Nous avons des étudiants de Supélec, nous avons des étudiants de Polytechnique, d'AgroParisTech, etc., de l'ensemble du campus. Et puis je suis aussi vice-présidente d'une association de journalistes, les JNE, qui sont spécialisés sur les questions d'environnement et sur la sensibilisation et le développement de ces sujets dans les médias. Alors moi j'ai longtemps habité dans ce petit village que vous voyez ici. Évidemment je voyais arriver la vague climat comme tous aujourd'hui, mais je me disais, étant moi-même scientifique, technophile, etc., qu'on allait trouver une des solutions technologiques pour résoudre le problème de climat. Pourquoi ? Parce qu'en fait le problème de climat, c'est un problème d'émission de gaz à effet de serre, donc c'est finalement un problème qu'on pourrait résoudre via la technologie. Or, nous avons en France et partout dans le monde de très bons ingénieurs, et donc il n'y avait pas de raison pour laquelle nous n'allions pas trouver des solutions techniques à ce problème. D'autant plus qu'en tant que journaliste scientifique, moi je recevais des communiqués de presse venant des laboratoires et des entreprises me disant qu'on avait énormément de choses dans les tiroirs et que du coup, probablement, tout allait bien se passer. Je voyais arriver quand même cette vague de la biodiversité, l'effondrement de la biodiversité. Je voyais passer les rapports, les chiffres alarmants, mais malgré tout, je n'avais pas pris conscience vraiment de l'effondrement auquel on faisait face, comme quoi, parfois, les chiffres ne suffisent pas à la prise de conscience. Et moi, ce qui va vraiment frapper finalement de plein fouet, c'est la troisième vague, celle des limites planétaires. En fait, j'ai lu un petit peu par hasard un rapport qu'un ami m'a donné. C'est un livre qui s'appelle « Les limites à la croissance ». On le connaît aussi sous le nom de rapport Meadows ou rapport du Club de Rome. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce rapport. Je ne sais pas qui d'entre vous, si vous pouvez lever la main si vous avez déjà entendu parler. Et qui l'a lu ? Ah, je vois quand même 2 mains qui se lèvent. En tout cas, je vous conseille la lecture de ce rapport scientifique, qui est finalement un ouvrage qui a été fait pour la lecture du grand public. En tout cas, moi, ça m'a fait prendre conscience qu'on n'avait pas qu'un problème de climat, et que finalement, et c'est ce qui est annoncé dans ce rapport, qui a été publié en 1972, donc il y a 50 ans, et qui finalement nous expliquait que si on poursuivait la croissance, eh bien, nous allions dépasser l'ensemble des limites planétaires, donc les limites physiques de la planète. Et donc, d'un seul coup, pour moi, ça a été vraiment une prise de conscience majeure parce que je me suis rendu compte qu'on n'avait pas un problème de technologie à adapter, mais qu'on avait un problème complètement de mode de vie qui nous amenait à dépasser ces limites planétaires.
Et donc, c'est ce qui m'a amené à me pencher sur cette question, moi, en tant que journaliste, et à mener l'enquête dans le cadre d'abord d'un podcast qui est devenu un livre qui s'appelle Dernière limite, où j'ai mené des interviews avec quelques-uns des meilleurs experts sur différents sujets, donc en balayant les différentes limites planétaires, donc la question bien sûr du climat, de la biodiversité, mais aussi de l'agriculture, du cycle de l'eau, de la question de l'énergie, des métaux, bref, vraiment faire un tour complet, une sorte de masterclass avec les meilleurs intervenants sur les différents sujets. Il paraît que vous avez accueilli Florence Abetz il y a peu, sur la question du cycle de l'eau, que j'ai aussi interviewé dans le cadre de ce podcast. Et j'ai entendu parler aussi d'une conférence avec Mathieu Ozano, voilà, qui intervient là sur la question de l'énergie dans le cadre du podcast et du livre. Et mon objectif, c'était vraiment de me dire, 50 ans après la publication du rapport Meadows, le premier qui lance vraiment l'alerte sur le dépassement des limites planétaires, eh bien, où en est-on ? Faire le constat et aussi, évidemment, mettre en avant les solutions qui sont portées par le consensus scientifique. Et donc le premier que j'ai voulu interviewer lors de ce podcast, lors de ce travail, eh bien, c'est Dennis Meadows lui-même, donc, qui a coordonné l'équipe scientifique du MIT, donc ce célèbre laboratoire américain, qui a publié le rapport qui désormais porte son nom. Vous voyez l'équipe en question, ce sont les auteurs du rapport. Bon, c'était une équipe de 16 scientifiques. On voit ici Dennis Meadows en chemise blanche, avec à côté de lui sa femme, Donella Meadows, qui est en réalité la principale autrice du rapport. Alors que nous dit ce rapport ? Eh bien, qu'une croissance illimitée dans un monde fini, dans un monde aux ressources finies, n'est pas possible. Alors c'est vrai que si on disait ça à un enfant de 5 ans, il trouverait ça assez évident. Et pourtant, nous, finalement, dans notre vie de tous les jours et dans même les discours politiques et médiatiques, on ne se pose pas la question d'une croissance qui se poursuivrait éternellement. Mais là, l'intérêt de ce rapport, c'est qu'ils ont donc fait un travail scientifique, des modélisations, pour savoir ce qui se passerait si on poursuivait une croissance infinie, une croissance des activités humaines infinies. Ce que vous voyez sur ces courbes, donc on ne va pas avoir le temps là d'approfondir ce rapport Meadows, et je vous invite une nouvelle fois à le lire. Ce que vous voyez sur ces courbes, c'est les 5 principaux indicateurs suivis dans le cadre de ce rapport. La population mondiale, la production agricole, la production industrielle, les réserves en ressources non renouvelables. On peut citer par exemple les métaux ou les énergies fossiles, tout ce qu'on extrait de notre sous-sol, et puis la pollution. Et donc ils ont suivi l'évolution de ces facteurs en fonction de différents paramètres, paramètres d'hypothèse. Le premier qu'ils ont fait, c'est la première modélisation, c'est ce qu'on appelle business as usual. C'est qu'est-ce qui se passe si on continue sur la même tendance que dans les années 70. Eh bien, on observe ce type de courbe, vous voyez, en cloche, et ce qu'on peut appeler littéralement un effondrement socio-économique. On voit particulièrement la courbe rouge qui nous intéresse en premier lieu, celle de la population mondiale, qui recule. Pourquoi ? Parce qu'on en vient à manquer de ressources non renouvelables, donc typiquement les métaux ou les énergies fossiles, qui entraîne un effondrement finalement économique et un effondrement aussi de notre production agricole et par la suite un effondrement de la population mondiale. Évidemment, ce n'est pas du tout satisfaisant, donc ils ont fait tout un set, ils ont fait 12 scénarios différents en changeant les hypothèses, en prenant l'hypothèse qu'on avait plus de réserves en ressources que ce qui était estimé en 1972, qu'on arrivait finalement à être plus efficace avec la technologie, etc. Et en fait, malheureusement, tous ces scénarios aboutissent à ce type d'effondrement. Donc, évidemment, les courbes sont toutes un peu différentes les unes des autres, mais au final, on obtient toujours le même résultat parce qu'on se heurte toujours à une limite. Soit une limite en ressources, donc on a vu ressources non renouvelables, on a aussi la ressource, par exemple, en terres agricoles, et soit des limites, en fait, en termes de pollution. C'est-à-dire que la pollution nous déborde, qu'elle affecte la production agricole, qui chute et qui fait chuter à sa suite la population mondiale. C'est quoi cette hypothèse de la pollution ? Évidemment, on pense tout de suite à la pollution chimique. On sait que, voilà, on va en reparler tout à l'heure, mais un grand nombre de milieux sont extrêmement pollués. On pense aux pesticides, etc. Mais en fait, dans ce facteur pollution, il y avait aussi le CO2, puisque le dioxyde de carbone, finalement, est un déchet de la combustion des énergies fossiles. Et donc, il est dans ce facteur pollution. Donc, si ça se trouve, ce scénario-là d'effondrement lié à la pollution
Eh bien, c'est celui du changement climatique. Toujours est-il qu'il y avait un seul scénario qui permettait d'éviter cet effondrement socio-économique. Et ce scénario, c'est celui qui postulait une stabilité de la production industrielle, de la production agricole et de la population mondiale à partir des années 70. Évidemment, ce n'est pas du tout ce qu'on a fait. Des scientifiques ont refait tourner le modèle Meadows au début des années 2010. Et ce qu'ils ont obtenu, c'est ce que vous voyez, c'est les courbes en plein, là. C'est-à-dire ces courbes sont actuellement sur la trajectoire de la modélisation business as usual qu'on trouve dans le rapport Meadows. Donc pour l'instant, en tout cas, les prévisions du rapport sont vérifiées à ce stade, ce qui devrait à minima nous poser question, sachant que depuis, nous avons dépassé une à une les limites planétaires. Nous consommons actuellement l'équivalent de 1,7 planètes. Vous connaissez peut-être ce chiffre qu'on nous redonne chaque année à l'occasion du jour du dépassement. Je ne sais pas si vous avez en tête à peu près le jour du dépassement, à quel moment de l'année il se trouve. Alors c'est plus tard qu'avril à l'échelle mondiale. En fait, c'est fin juillet, début août à l'échelle mondiale. Mais par exemple, en France, c'est beaucoup plus tôt. C'est début mai. Voilà. Parce que dans les pays riches, où on a une empreinte écologique plus importante, eh bien, on a épuisé les ressources à notre disposition beaucoup plus tôt dans l'année. Donc, on consomme plus d'une planète aujourd'hui et nous avons dépassé donc 6 limites planétaires sur 9. Alors, c'est quoi ces limites planétaires? En fait, elles ont été déterminées par un groupe de chercheurs du Stockholm Resilience Center qui s'est posé la question quels sont les équilibres naturels qui sont absolument indispensables à la survie de l'humanité sur Terre. Et donc, ils ont identifié 9 équilibres naturels principaux que nous allons passer en revue. Et ensuite, ils se sont posé la question du seuil à ne pas dépasser pour ne pas sortir de, finalement, la zone d'habitabilité de la Terre, la zone qui est favorable finalement, à la survie de l'humanité. Cette zone, vous voyez, c'est cette zone en vert, ici, et on voit qu'elle est largement dépassée. Alors, à quoi correspond concrètement cette zone verte dans laquelle l'humanité est en zone sûre? Eh bien, elle correspond à une période géologique dans laquelle nous sommes entrés il y a 11 700 ans, qui s'appelle l'Holocène. Vous voyez ici ce graphe, en fait, il représente les variations de température sur les 100 000 dernières années. Donc nous étions d'abord en ère glaciaire, hein, donc Homo sapiens était déjà présent sur Terre à cette époque, depuis 300 000 ans, mais était chasseur-cueilleur et, comme par hasard, il a commencé à développer l'agriculture il y a à peu près 11 000 ans, suite au début de l'Holocène. L'Holocène correspondant à une augmentation des températures, donc on sort de l'ère glaciaire, on attaque l'ère interglaciaire, et en plus, vous le voyez, on bénéficie d'une stabilité exceptionnelle en termes de température, ce qui permet aussi une stabilité exceptionnelle en termes d'écosystème, de biosphère, de l'équilibre de la biosphère, qui nous a été très favorable et qui nous a permis donc de développer l'agriculture, la sédentarité, de bâtir des villages, des villes, des infrastructures, et finalement d'être aujourd'hui 8 milliards d'humains à pouvoir, à peu près, pour la majorité d'entre nous, nous nourrir, nous loger, nous vêtir correctement. Bref, c'est le socle aujourd'hui de nos civilisations humaines. Et donc c'est de cette période ultra favorable à l'humanité que nous sommes en train de sortir. Dépasser les limites planétaires, c'est sortir concrètement de l'Holocène. Alors nous allons passer en revue les différentes limites planétaires. Bien sûr, la première et la plus connue, c'est le changement climatique. Donc nous sommes aujourd'hui à un niveau de CO2 qui n'a jamais été vu pour l'humanité, c'est-à-dire qu'aucun de nos ancêtres n'a connu ce niveau de CO2. Globalement, nos sociétés ne sont pas adaptées à ce niveau de CO2 et donc le climat qui l'accompagne. Nous allons probablement atteindre les 1,5 degrés de réchauffement par rapport au début de l'ère pré-industrielle, qui était l'objectif vers lequel on devait tendre dans le cadre des accords de Paris. Donc, c'est-à-dire que finalement, nous atteindrions cette barrière fatidique 70 ans plus tôt que l'objectif des accords de Paris. Donc, autant dire qu'on fait complètement une sortie de route. Et on fait une telle sortie de route qu'on est sur une trajectoire actuellement estimée autour de plus 3 degrés, et potentiellement, on pourrait atteindre même les plus 4 degrés.
Alors c'est toujours difficile de se rendre compte de qu'est-ce que ça veut dire concrètement plus 2, plus 3, plus 4 degrés. Alors pour ça, faisons un voyage dans le temps et revenons il y a donc un peu plus de... Donc il y a 20 000 ans. 20 000 ans, c'était le maximum, le maximum glaciaire. Donc c'était au moment de l'ère glaciaire qu'on a vu juste avant. Vraiment la période où il a fait le plus froid. Il y a 20 000 ans, donc ça faisait, voilà, on a une différence de 5-6 degrés en moins par rapport à la situation actuelle en termes de moyenne de température mondiale. Eh bien, on fait face à un monde qui est complètement différent. Vous voyez là cette calotte glaciaire. Donc on avait des calottes glaciaires énormes sur les continents, donc 3 km d'épaisseur au-dessus de la Scandinavie. Tellement d'eau était gelée sur les continents qu'on allait à pied de la France à l'Angleterre. Et Paris était dans la toundra. Voilà ce que ça veut dire, quelques degrés de différence. Donc c'est ça dont on parle quand on dit plus 4, plus 5 degrés. On parle d'un autre monde, d'un monde complètement différent de celui d'aujourd'hui. Et donc évidemment, en faisant un pari fou pour savoir si l'humanité peut réellement s'adapter à cette grande bascule. Parce qu'on parle d'adaptation, on a l'impression qu'on fait des petits pas, mais ce dont on parle aujourd'hui, c'est d'une grande bascule. Ce que vous voyez ici, c'est un des exemples, des multiples exemples, qui montrent justement que finalement, c'est l'habitabilité de la planète ou de grande partie de la planète qui est remise en cause. Évidemment, les cartes géographiques, déjà, dues à la montée des eaux, on a déjà 1 mètre qui est acquis en termes de montée des eaux, et ce sont des centaines de millions de personnes qui habitent sur les côtes. Donc c'est vraiment déjà en soi un changement drastique. Mais ce que vous voyez ici sur cette carte, c'est des zones qui vont connaître ce qu'on appelle une température létale. Une température létale, c'est une température combinée à un niveau d'humidité qui fait que notre corps ne peut plus transpirer. Or, la transpiration est la clé pour arriver à maintenir notre température corporelle. Et si ce n'est plus possible, eh bien, en quelques heures, on peut mourir. Voilà. Donc c'est vraiment une température qui est invivable pour l'homme. Cette température-là, donc ça c'est le scénario sur lequel nous sommes actuellement, donc une direction vers plus 3 degrés de réchauffement. Et il se trouve que dans ce scénario, les 3/4 de la population mondiale seront exposés à un moment ou à un autre à des températures létales. Et ce que montre cette carte, c'est les zones où le nombre de jours de température létale va dépasser les 100, les 200, les 300, les 350 jours par an. Donc des zones qui vont devenir littéralement invivables, où habitent là aussi des centaines de millions de personnes. On voit l'Asie du Sud-Est, on voit la côte indienne, voilà, des zones extrêmement habitées. Donc des centaines de millions de personnes sont concernées, ça veut dire que les plus privilégiées d'entre elles migreront, mais toute une partie ne pourra pas forcément le faire, parce qu'évidemment migrer ça coûte beaucoup d'argent, et donc qui seront exposés directement à ce danger mortel. Le changement climatique, c'est aussi un impact majeur sur les rendements agricoles. Donc ça, c'est ce que nous dit le rapport du GIEC. Une baisse de 3 à 7% de rendement sur les principales céréales qui constituent la base de notre alimentation. 40% des calories nécessaires à l'alimentation humaine, ce sont le blé, le maïs, le riz, et qui vont du coup être impactés, donc 3 à 7% par degré de réchauffement. Donc ce que je vous ai dit, c'est on va vers actuellement plus 3 degrés de réchauffement. Donc vous voyez la magnitude, sachant qu'on est aujourd'hui 8 milliards d'humains et on se dirige vers un monde à 10 milliards d'humains en 2100, ce qui est à peu près, voilà, les démographes sont je veux dire, on ne devrait pas trop varier par rapport à ces prévisions démographiques. D'ici 2100, c'est aussi, selon le scénario sur lequel on sera, entre 8 et 30% des terres agricoles qui seront climatiquement inadaptées. Et donc, on fait face, dans les décennies à venir, à des crises alimentaires majeures. Et il ne faut pas se dire que les crises alimentaires, ça ne touche que les pays du Sud, évidemment, ce qui serait déjà une vision, ce qui est déjà dramatique en soi. Mais évidemment, les crises alimentaires, ça touche absolument tout le monde, de par l'inflation, tout simplement. Donc, ces crises alimentaires, elles vont, dans tous les cas, se multiplier. Ça, c'était le premier problème et celui dont on parle majoritairement. Mais on vient à peine de commencer
le tour des 9 limites planétaires. Ensuite, il y a la question de la biodiversité. Évidemment, un sujet absolument majeur. Concrètement, nous sommes au début de ce que les scientifiques appellent la 6e extinction de masse. Donc il y a eu 5 extinctions de masse précédentes qui ont été dues soit à des changements climatiques ou à des événements volcaniques ou astronomiques, comme par exemple la fameuse astéroïde qui a provoqué, entre autres, la disparition des dinosaures. Eh bien, il se trouve qu'aujourd'hui, l'astéroïde, c'est nous, et qu'en plus, on a finalement un impact bien plus rapide que dans toutes les extinctions précédentes. On a aujourd'hui, par exemple, des chiffres qui nous montrent qu'on a provoqué la disparition de 3/4 des animaux sauvages en seulement 50 ans. Ce qui est évidemment un clignement de paupières à l'échelle géologique de l'humanité. Donc cet effondrement, il se produit beaucoup plus rapidement, 100 à 1000 fois plus rapidement que dans le cadre, par exemple, de la disparition des dinosaures. Ce qui devrait nous affoler encore plus, c'est ce que le biologiste Dave Goulson appelle le cataclysme des insectes. Pourquoi ? Parce que sur le continent européen, par exemple, on a perdu 80% des populations d'insectes en seulement 30 ans, évidemment à cause notamment de l'agriculture industrielle, des pesticides. Et cet effondrement, il pose la question aussi de notre alimentation et par les pollinisateurs. C'est 3/4 de nos cultures qui sont aujourd'hui pollinisées, presque l'intégralité des fruits et légumes. Donc là, quand on voit cet effondrement des insectes, en fait, ce dont on parle aussi, c'est l'effondrement potentiel d'une grande partie de notre agriculture. Autre limite planétaire dépassée, le changement d'usage des sols. Concrètement, c'est la transformation d'espaces naturels au bénéfice des activités humaines, que ce soit l'agriculture ou le développement des infrastructures, des villes, etc. Aujourd'hui, près de la moitié des forêts ont déjà été coupées et on continue à déforester massivement dans les forêts tropicales. Donc c'est presque l'équivalent d'un terrain de football tous les 5 secondes qui disparaît. Et pourquoi c'est affolant ? Parce que finalement, les forêts sont nos meilleurs alliés pour lutter contre le dérèglement d'autres limites planétaires, comme par exemple le climat, évidemment, vous savez, ce sont des puits de carbone, mais aussi la dégradation des sols, le cycle de l'eau, puisque les arbres en fait, produisent leur propre cycle de l'eau. C'est 2/3 des pluies sur les continents qui sont produits par la végétation. Donc couper des arbres, c'est assécher finalement des régions entières. Cycle de l'eau justement qui est donc aujourd'hui déréglé de la même façon. C'est une limite planétaire qui est dépassée. On regarde 2 types d'eau. Ce qu'on appelle l'eau verte, c'est l'eau qu'on trouve dans la biosphère, donc typiquement dans les sols. Et cette eau-là, son cycle est déréglé et ça veut dire que les sols s'assèchent. Et c'est notamment ce qui fait que, par exemple, une partie de la forêt amazonienne pourrait se transformer en savane de par l'assèchement des sols. Et l'autre partie, c'est l'eau bleue. L'eau bleue, c'est celle qui coule dans nos lacs, dans nos rivières. J'imagine que Florence Abetz vous en a parlé. Ce cycle-là aussi est déréglé. Dû au changement climatique, mais aussi dû à notre surconsommation d'eau. Aujourd'hui, la consommation d'eau, elle augmente 2 fois plus vite que la population mondiale. Est-ce que vous avez une idée pourquoi ? Pourquoi notre consommation d'eau ? Évidemment, ce n'est pas parce qu'on prend 2 fois plus de douches et qu'on boit 2 fois plus d'eau de décennie en décennie. Qu'est-ce qui, à votre avis, fait augmenter si vite notre consommation d'eau ? Vous avez une idée ? Où passe toute cette eau ? Voilà, effectivement, dans notre industrie, évidemment, on en utilise pour l'énergie, mais aussi dans toute notre consommation. Par exemple, un jean, c'est 10 000 litres d'eau. Un ordinateur, c'est 100 000 litres d'eau, parce qu'en fait, on n'en a pas conscience, mais on utilise énormément d'eau pour rincer les puces électroniques. Et donc, plus on consomme de l'eau. C'est de l'eau cachée. Et donc, évidemment, ça contribue à dérégler le cycle de l'eau. Aujourd'hui, ça c'est un chiffre de l'OCDE qui montre qu'on est au bord d'une crise majeure en termes d'accès à l'eau. La demande mondiale devrait dépasser l'offre de 40% d'ici 2030. Et évidemment, là, on parle aussi de notre agriculture, qui est la première consommatrice d'eau. 70% de l'eau est aujourd'hui consommée par l'agriculture.
La pollution chimique, donc il y a plusieurs limites planétaires hein, qui parlent de la pollution. Alors je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran la photo qui se trouve sur ce slide, mais à votre avis, qu'est-ce que ça peut bien représenter, ces volutes vertes? Non, ça vous parle? Oui. En fait, ce sont des algues vertes. On en a évidemment entendu parler en France parce qu'on a un énorme problème d'algues vertes en Bretagne. Elles sont dues en fait à une pollution à l'azote et au phosphore. En fait, ce sont deux éléments chimiques qui sont utilisés en tant qu'engrais et qui sont donc déversés en quantité énorme dans les champs dans le cadre de notre agriculture et qui polluent les cours d'eau et aussi les zones côtières. En fait, cette prolifération d'algues, elle provoque ce qu'on appelle une hypoxie, c'est-à-dire qu'elle surconsomme en fait l'oxygène dans l'eau, et le manque d'oxygène a pour conséquence finalement la mort des écosystèmes, de la faune et de la flore. Et donc on a aujourd'hui 400 zones mortes, notamment sur les zones côtières, dues à ces explosions d'algues. Voilà. Donc ça fait partie des pollutions auxquelles on fait face, mais évidemment, on a aussi la question de la pollution chimique. Aujourd'hui, cette limite planétaire est aussi dépassée. En termes de pollution chimique, on a l'embarras du choix. Il y a 350 000 produits chimiques qu'on déverse massivement dans les écosystèmes sans forcément connaître leur toxicité. Mais pour certaines, on découvre ces toxicités finalement au fur et à mesure, ce qui fait que récemment, on a découvert par exemple que l'eau de pluie n'est plus potable à cause d'un polluant dont vous avez entendu parler ces derniers mois, les polluants éternels, ce qu'on appelle les PFAS, donc, qui aujourd'hui polluent un grand nombre de sources d'eau et qui font que l'eau de pluie n'est plus potable. Ces polluants sont appelés éternels parce qu'ils ne se dégradent pas dans la nature, donc ils ne font que s'accumuler dans l'eau, dans les sols et ensuite dans les organismes comme les nôtres. Et aujourd'hui, 16 millions d'Européens souffrent de maladies dues aux PFAS. Évidemment, on pense aussi aux pesticides qui polluent de grandes quantités d'eau. La majeure partie des sources d'eau en France et en Europe sont polluées par des résidus de pesticides, mais aussi les plastiques qu'on retrouve maintenant dans les sols, dans l'eau, dans l'air qu'on respire. Donc on mange du plastique, on respire du plastique, on boit du plastique, des nanos, des microplastiques. Donc aujourd'hui, la conclusion qu'on peut tirer, c'est qu'en fait, on a réussi à polluer l'ensemble des milieux, même ceux où l'homme n'est pas présent. Ce sont des chercheurs japonais qui ont découvert des nanoplastiques dans les nuages au-dessus du mont Fuji. On en a découvert au fin fond de la fosse des Mariannes, qui est la plus profonde du monde. Voilà, ces pollutions, elles sont absolument partout. Je trouve ça aussi très interpellant, cette étude de l'INRA qui nous montre que 98% des sols en France sont pollués par, en moyenne, 15 composés chimiques, même des sols de forêts, de parcs nationaux, etc. Tout simplement parce que le cycle de l'eau de pluie, fait circuler l'ensemble de ces polluants qui, du coup, se disséminent un petit peu partout. Donc concrètement, nous sommes en train de nous empoisonner, d'empoisonner le vivant avec l'ensemble de ces produits. Autre limite planétaire dont vous avez peut-être entendu parler, l'acidification des océans. Donc il se trouve que cette limite n'est pas encore dépassée, mais malheureusement, ça pourrait bien être la 7e limite dépassée très bientôt, cette année ou l'année prochaine, puisqu'elle est intimement corrélée avec le changement climatique. Pourquoi ? Puisque nos émissions de CO2, en fait, sont en partie absorbées par l'océan, ce qui est une très bonne nouvelle. C'est un puits de carbone qui absorbe environ un tiers de nos émissions. Le problème, c'est que ça change les conditions chimiques de l'océan. En fait, ça acidifie l'océan, et ce qui rend plus difficile pour certains organismes de produire leurs coquilles, et notamment une partie du plancton. Et donc on se rend bien compte que si toute une partie du plancton n'arrive plus à survivre parce qu'elle n'arrive plus à produire leurs coquilles, eh bien, on se retrouve face à un énorme problème, puisque c'est le premier maillon de la chaîne alimentaire marine, et donc avec des effets en cascade sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Évidemment, ce n'est pas le seul impact qui frappe l'océan. Vous avez tous entendu parler des canicules marines, puisque l'océan, pareil, de la même façon, absorbe 90% de la chaleur
en excès dû au changement climatique et donc se réchauffent. Ces canicules marines aujourd'hui, elles ont un impact très important sur la faune et notamment les récifs coralliens qui abritent un quart de la biodiversité marine. Et aussi la surpêche. Aujourd'hui, c'est 90% des espèces de poissons qui sont pêchées à leur maximum ou surpêchées, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus se reproduire, qu'ils n'ont plus la capacité de régénérer leur population. Donc l'océan est extrêmement impacté. Et il se pourrait bien qu'un jour, une 10e limite planétaire vienne rejoindre les 9 autres. C'est ce que demandent en tout cas un certain nombre de scientifiques. Et ça serait dans ce cas-là les sols. Pourquoi les sols? Parce que finalement toute la vie terrestre est possible grâce à cette couche qui fait en moyenne 1 mètre d'épaisseur, cette couche fertile qui permet finalement toute la vie sur les continents. Et le problème, c'est que ces sols sont extrêmement dégradés. Alors on se doute par du coup la pollution chimique qui affecte la faune, mais aussi par l'agriculture conventionnelle et surtout par cette agriculture qui en fait impose un labour profond. Et ce labour profond, en fait, il détruit la couche fertile des sols. Le fameux humus, vous savez, cette couche noire quand on marche en forêt, c'est cette terre fertile. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fait remonter des bactéries en surface. Ces bactéries sont dopées par l'exposition à l'oxygène, une surexposition à l'oxygène, et donc se mettent à manger frénétiquement cette couche d'humus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette couche d'humus, elle se réduit progressivement due au labour, et qu'en fait, on perd des terres agricoles concrètement. On a déjà perdu l'équivalent d'une surface qui est capable de nourrir l'Europe. Or, on se doute bien qu'on n'a pas vraiment le loisir de continuer à étendre les surfaces agricoles si on perd des terres agricoles, parce que sinon ça entraîne de la déforestation. On a vu que c'était une limite planétaire qui elle-même était déjà dépassée. Donc là encore, c'est notre alimentation qui est à risque. Petit focus, on en a déjà pas mal parlé, mais sur l'agriculture, et en particulier l'élevage. Il faut savoir que l'élevage occupe aujourd'hui 3/4 des terres agricoles, que ce soit pour les prairies ou pour nourrir le bétail. Donc c'est absolument colossal, en fait, une grande pression, la plus grande pression qu'on exerce via l'agriculture, en fait, en réalité, c'est via l'élevage. C'est pour ça que quand on parle de geste écologique, le premier, souvent qu'on met en avant, c'est le fait de réduire sa consommation de viande. Et donc, globalement, l'agriculture conventionnelle, aujourd'hui, elle mène au dépassement à elle seule de 4 limites planétaires. Elle consomme 70% de l'eau douce, pollue donc l'eau et les sols à l'aide des pesticides, et on l'a vu, de l'azote et du phosphore, cause 70% de la perte de la biodiversité terrestre et provoque 90% de la déforestation. Donc on parle beaucoup du climat, mais on voit bien que si on ne change pas profondément notre modèle agricole, on ne peut pas arriver à stopper le dépassement des limites planétaires. Donc on l'a vu, on a fait ce tour pas très réjouissant des limites planétaires et on voit que ce sont les signaux vitaux de la planète qui sont aujourd'hui dans le rouge. Et ça nous amènerait potentiellement à passer des points de bascule. Alors, il n'y a pas des points de bascule pour chacune des limites planétaires, mais quand on rentre en zone rouge, en fait, pour certaines de ces limites planétaires, comme par exemple le climat ou la biodiversité, eh bien, on peut passer des points de bascule. C'est quoi un point de bascule? C'est un point irréversible, en fait, c'est-à-dire que c'est un changement d'état irréversible. Il n'y a pas de marche arrière, il n'y a pas de bouton rewind. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a basculé, on ne peut pas revenir en arrière. Et ces points de bascule, 9 ont été déterminés par le GIEC et une autre étude en a identifié 16. Donc là, c'est ce que vous voyez actuellement sur cette carte. Parmi ces points de bascule, on a notamment, par exemple, la fonte du permafrost, donc, qui sont les sols gelés en Arctique et qui contiennent 2 fois plus de carbone qu'on en trouve dans l'atmosphère. Nous avons aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, par exemple pour les points de bascule de la biosphère, de la biodiversité, on a donc cette bascule de la forêt amazonienne. Donc on ne va pas faire le tour de l'ensemble de ces points de bascule, mais ce que dit Tim Lenton qui a coordonné cette étude, c'est que littéralement cela changerait la face du monde. On l'a vu tout à l'heure, ce que ça veut dire, rien qu'en touchant au climat, on fait face à un monde différent. Et là, on est face à une multiplicité de points de bascule. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on dépasse un certain nombre de points de bascule, eh bien, c'est l'ensemble finalement du système Terre, c'est-à-dire de cet équilibre en termes de climat, d'écosystème, de biosphère,
qui basculerait dans un état complètement différent et un état qui serait bien sûr pas forcément favorable à l'humanité. Et évidemment, ça c'est un euphémisme, hein, puisque nous sommes adaptés à nos conditions de vie, on a vu à l'Holocène, et donc là c'est à ce basculement qu'on fait face. Donc l'idée c'est d'essayer de freiner évidemment le dépassement des limites planétaires. Il n'y a pas vraiment de baguette magique pour revenir en arrière sur l'ensemble de ces limites, hein. Par exemple le climat, vous savez que de la même façon on ne peut pas à l'échelle de plusieurs siècles revenir en arrière, mais au moins freiner le plus possible de dépassement de ces limites pour éviter de passer des points de bascule irréversibles. Malheureusement, ce n'est pas tout. On n'a pas fini de faire le constat. Puisqu'il faut aussi qu'on parle de notre empreinte matière, des matériaux qu'on consomme. On l'a vu tout à l'heure dans le rapport Meadows, un des points clés, c'était les ressources non renouvelables, dont nous pourrions manquer, qui pourraient mener justement à cet effondrement socio-économique. Donc parlons-en. On a souvent l'impression que grâce au numérique et maintenant à l'IA, finalement, on vit dans un monde de plus en plus dématérialisé. Eh bien, c'est exactement l'inverse. On n'a jamais consommé autant de matière qu'aujourd'hui. Et notre empreinte matière, elle croît même plus vite que la population, plus vite que le PIB. Pourquoi ? Alors, par exemple, ça c'est un exemple, c'est un schéma de l'ADEME qui montre que derrière un ordinateur de 2 kg, eh bien, on a presque 1 tonne de matériaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà 200 kg d'énergie fossile qui ont été utilisés pour fabriquer l'ordinateur, mais aussi pour extraire les métaux dont on a besoin pour le concevoir. Et on a aussi 600 kg de minéraux. Pourquoi autant ? Parce que quand on extrait des métaux du sous-sol, eh bien, ces métaux sont finalement peu concentrés. Par exemple, aujourd'hui, quand on ouvre une mine de cuivre, c'est 0,4% de cuivre en termes de concentration. Ça veut dire qu'on extrait 99,6% de matière finalement du sol pour obtenir ces 0,4% de cuivre. Donc ça, c'est comme l'eau cachée tout à l'heure derrière toute notre consommation. Eh bien, il y a toute cette empreinte matière cachée, mais qui ne cesse d'augmenter. Si bien que dans les 30 prochaines années, si on continue sur la trajectoire actuelle, eh bien, on extrairait autant de métaux que dans toute l'histoire de l'humanité. Donc on est sur une trajectoire exponentielle en termes de consommation de matériaux. Le problème, c'est que quand on parle de ressources non renouvelables, elles sont en quantité finie dans notre sous-sol. On se doute bien qu'on ne peut pas en extraire toujours plus. Ça passe forcément par... en fait, l'extraction suit forcément cette courbe qu'on appelle la courbe de Huber. D'abord, on peut extraire toujours plus de matériaux puisqu'on découvre des gisements facilement accessibles et fortement concentrés. Mais ensuite, ça va devenir plus difficile d'identifier des gisements, ils seront plus difficiles d'accès et ils seront moins concentrés. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'un filon de cuivre, aujourd'hui, c'est 0,4% de concentration. Au début du XXe siècle, c'était 4% de concentration. Donc ça a été divisé par 10 en un siècle. Donc on est sur cette tendance. Et donc on atteint un pic de production et ensuite on se met à extraire toujours moins de matériaux. Ce pic de production, par exemple, on l'a déjà atteint pour le pétrole conventionnel. Donc c'est ce pétrole liquide qui jaillit tout seul, presque tout seul quand on fore. Et donc aujourd'hui, on compense avec du pétrole de schiste, du pétrole des sables bitumineux. Mais on a déjà atteint le pic d'extraction du pétrole conventionnel. Alors pourquoi c'est un problème? Parce qu'en fait, cette question de pic d'extraction concerne un grand nombre de ressources dont on a absolument besoin, en tout cas dans nos sociétés actuelles, dans nos modes de vie, dans nos modes de production. Et donc ces ressources, aujourd'hui, c'est ce que je disais, on en consomme toujours plus et de façon exponentielle. Donc on n'a pas du tout adapté nos modes de consommation au fait que nous allons atteindre un pic, il faudrait éventuellement économiser ces ressources. Donc ça concerne le sable, par exemple, dont on a absolument besoin pour la construction. C'est un des ingrédients principaux du béton. Et c'est là d'ailleurs la ressource en volume qu'on consomme le plus après l'eau. On en parle très peu, mais on dépend énormément de ces ressources en sable. Le phosphore, on en dépend énormément. Pourquoi? Parce qu'on a parlé de nos engrais tout à l'heure. Eh bien, on l'exploite, le phosphore, on le tire de mines de phosphate. Et ce que nous disent les études récentes, même si on manque
quand même beaucoup de données, c'est qu'on pourrait commencer à en manquer d'ici 2050. Mais ce qui devrait aussi nous interpeller, c'est la question des métaux. Donc les métaux, vous savez qu'on en a énormément besoin, à la fois pour la numérisation, pour l'IA, etc., mais aussi, bien sûr, pour la transition énergétique, pour les énergies renouvelables. Or, le problème, c'est que ces métaux, on l'a dit tout à l'heure, ils sont de moins en moins concentrés, de moins en moins accessibles. Par exemple, ce que nous dit l'Agence internationale de l'énergie, c'est que d'ici 2030-2040, eh bien, on n'a pas identifié assez de gisements pour le lithium, le cobalt, le cuivre, qui sont des métaux absolument indispensables pour la transition. Donc, quand on ouvre un gisement, on identifie un gisement, il faut 10 à 15 ans pour pouvoir l'exploiter. Donc on est déjà en retard, bien sûr, pour 2030 et pour 2040. Donc ça, c'est un sujet majeur. Autre sujet majeur, les métaux sont de moins en moins concentrés et donc on a besoin de plus en plus d'énergie pour les extraire. On l'a dit, moins c'est concentré, plus on a besoin d'extraire de matière pour obtenir la même quantité de métaux. Donc plus le temps passe, plus on a besoin d'énergie pour extraire les métaux, et plus on a besoin de métaux pour produire l'énergie, pour les énergies renouvelables. Et donc on se trouve dans un cercle vicieux qui fait que dans tous les cas, nous allons vivre dans un monde avec moins d'énergie disponible et moins de métaux disponibles. Moins d'énergie disponible, ça veut dire moins d'activité humaine, parce que toutes nos activités humaines dépendent de l'énergie. La croissance est intimement corrélée à la quantité d'énergie disponible. Donc, moins d'énergie, quand on atteint un pic énergétique, ça veut dire atteindre ce qu'on appelle un pic de tout, un pic de toutes les activités humaines. Alors, une fois qu'on a fait ce constat qui, regardons-le en face, est quand même très sombre, un certain nombre de personnes se disent « mais est-ce que ce n'est pas déjà trop tard ?» Trop tard, pourquoi ? Eh bien, ce n'est pas ce que nous disent les scientifiques. Parce que, en tout cas, c'est ce que j'ai conclu suite à mon enquête auprès des experts dans le cadre du projet Dernière Limite, c'est qu'aujourd'hui, ce que nous dit le consensus scientifique, c'est qu'on a les moyens justement de revenir sur la bonne trajectoire. Là, je vous ai mis une citation du président du GIEC qu'on va lire ensemble et qui est assez claire sur le sujet. Nous sommes à un carrefour. Les décisions que nous prendrons maintenant peuvent nous assurer un futur vivable. Nous avons le savoir-faire, la technologie, les outils, les ressources financières. Ce qui manque pour l'instant, c'est une volonté politique forte. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a tout à notre disposition. Les solutions, on les connaît, on va les voir tout à l'heure. Elles sont dans les rapports scientifiques. On a même les ressources financières nécessaires. C'est juste qu'aujourd'hui, elles servent plutôt à alimenter un modèle qui continue à détruire nos écosystèmes. Et on a même les technologies nécessaires à cette transition. On n'a pas besoin d'attendre une technologie miracle dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il nous faut. Et ce qui nous manque juste, c'est ce qu'ils appellent une volonté politique forte, à ne pas confondre avec une action de nos élus. Aujourd'hui, quand on parle d'action politique forte, elle nous concerne tous. C'est en tant que citoyens, c'est nos modes de vie, c'est les décisions collectives qu'on doit prendre et qui peuvent nous permettre de nous mettre sur la bonne trajectoire. Donc, il existe un chemin, il existe des chemins. Mais il faut agir vite. Ça, vous voyez, cette courbe, elle nous montre où nous sommes aujourd'hui par rapport à la trajectoire qu'on a empruntée en termes d'émissions carbone. Donc, pas le loisir d'attendre 2030, 2040, 2050 ou une technologie magique qui pourrait nous sortir d'affaire. C'est dès maintenant qu'il faut agir. Il y a plusieurs scénarios. Ça, c'est donc les scénarios du GIEC qui nous montrent qu'on est à la croisée des chemins. Ce qu'on observe ici, le scénario intermédiaire, c'est celui sur lequel nous sommes actuellement. Donc c'est le plus 3 degrés. Et on voit qu'on peut se trouver dans une situation bien meilleure si on émet moins de gaz à effet de serre. Ce sont les scénarios plus bas. Mais qu'on peut aussi se retrouver sur des scénarios bien pires. Voilà, que ça appelé élevés, très élevés, qui peuvent nous porter à une augmentation de plus 4, plus 5 degrés. Ce qui est intéressant sur ce schéma, c'est qu'on voit de quelle façon on va être exposé là au changement climatique en fonction de l'âge qu'on a. Donc vous voyez, quand on est né, par exemple, dans les années 80, 90, voilà, ça nous amène à vivre
suivant les scénarios, des températures qui pourraient déjà atteindre les plus 3, plus 4 degrés avant 2100. Mais ce que nous montre en tout cas ce schéma, c'est qu'on a le choix en fait. On a le choix en termes de scénario en fonction de ce qu'on décide de faire aujourd'hui. Alors le débat, il est un peu concentré sur quelque chose qui me semble complètement ubuesque, qui est faut-il croire à la croissance verte? Est-ce que c'est ça finalement notre canot de sauvetage? Alors déjà, je trouve que cette question, elle est très mal posée. Vous avez une idée pourquoi? Faut-il croire à la croissance verte? Oui, tout à fait, mais même on n'est pas face à une croyance. La croissance, enfin, c'est pas une religion. C'est-à-dire qu'il faut vérifier scientifiquement est-ce qu'on peut tabler ou non sur la croissance pour nous sortir d'affaires. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans ce débat finalement idéologique. Est-ce qu'on y croit ou est-ce qu'on n'y croit pas? Mais regardons concrètement ce que ça veut dire. Est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer sur la croissance et sur uniquement la technologie pour nous sortir d'affaires? Donc parce que miser sur la croissance verte, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout miser finalement sur la technologie. Alors on y a déjà un petit peu répondu précédemment, mais là on va rentrer dans le détail. Évidemment, ça ne suffirait pas. Pourquoi? Déjà parce que les ruptures technologiques potentielles arriveraient trop tard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous l'avez vu, il faut agir dès aujourd'hui. Donc on n'a pas le loisir d'attendre une technologie qui hypothétiquement viendrait dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Prenons l'exemple de ce qu'on appelle l'avion vert, l'avion à hydrogène. Aujourd'hui, bon, déjà certains ont lâché l'affaire, comme Boeing, en se disant que voilà, un certain nombre d'ingénieurs nous disent que finalement on n'arrivera pas à le concevoir, mais d'autres travaillent dessus, par exemple chez Airbus. Et ce que nous dit Airbus, c'est on aura l'avion à hydrogène en 2035. Mais en 2035, déjà, faisons les paris, est-ce qu'il existera ou pas cet avion? Mais on en aura un. On aura un avion à hydrogène. Et vous vous doutez bien que pour le renouvellement des flottes, eh bien, ça prend énormément de temps. 10, 15 ans, 20 ans, ça dépend les investissements qu'on réalise. Donc ça veut dire que ça nous amène au moins jusqu'à 2050. Évidemment, on n'a pas du tout le temps d'attendre cet hypothétique avion vert. Autre mirage finalement qu'on nous fait miroiter, c'est la question du découplage. C'est quoi le découplage? C'est-à-dire qu'on pourrait théoriquement continuer la croissance économique, mais faire baisser notre empreinte écologique. Alors il se trouve que c'est ce qui se passe dans une vingtaine de pays dans le monde, et ce qui est une bonne nouvelle en soi. Le problème, c'est que c'est beaucoup trop limité et pas réplicable dans d'autres pays. Parce que vous le savez bien, par exemple, les produits qu'on consomme en France, une grande partie est produite en Chine, aujourd'hui avec des centrales à charbon. Donc en fait, il y a des déplacements, en fait, il y a certains pays qui peuvent être vertueux, mais aux dépens d'autres pays. Et de toute façon, les baisses qu'on observe ne sont pas du tout suffisantes, c'est ce que nous disent les scientifiques. C'est ce qui est inscrit dans le dernier rapport du GIEC. Donc ce découplage carbone, il n'a pas lieu, et encore moins le découplage matière en termes d'impact écologique, d'empreinte écologique globale. On a vu l'empreinte matière, elle croît 2 fois plus vite, que la population et le PIB. Donc on n'est pas du tout face à un découplage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on croît, les activités humaines croient, et bien l'empreinte écologique croît. Et dernier point qui nous montre qu'en fait le développement technologique seul ne peut pas nous sortir d'affaires, c'est le fameux effet rebond. Donc vous avez peut-être eu des intervenants qui vous en ont parlé. L'effet rebond, c'est quoi? C'est qu'en fait, une technologie devient plus efficace et du coup, on augmente l'usage et ça efface les bénéfices. Par exemple, pour l'avion, il faut aujourd'hui 5 fois moins d'énergie pour parcourir 1 km par passager. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais le trafic a été en 50 ans multiplié par 13 et donc depuis, les émissions de CO2 ont été multipliées par 3. On l'observe aussi pour la voiture. Aujourd'hui, c'est les moteurs thermiques qui sont plus efficaces, qui permettent de consommer 15% de moins d'énergie, mais sauf qu'on a des voitures plus lourdes, les fameux SUV, qu'on parcourt plus de kilomètres, et du coup, on consomme 15% de plus que dans les années 90. Et donc, tout est comme ça. Et la meilleure preuve, c'est cette magnifique courbe qui montre notre consommation énergétique. Donc, depuis les années 50, vous voyez cette accélération, cette augmentation exponentielle. Et donc, on se doute bien que depuis les années 50, nos progrès technologiques ont été absolument majeurs. Donc, à chaque fois qu'on fait des progrès, on consomme moins d'énergie, moins de matériaux pour finalement, pour une action humaine.
Le problème, c'est que ça nous entraîne à augmenter les usages et donc à une augmentation de la consommation énergétique qui va avec une augmentation des émissions de CO2. Donc malheureusement, et cette courbe nous montre bien que la transition énergétique, elle n'a pas du tout commencé. Elle n'a absolument pas commencé, on consomme toujours plus d'énergie, donc aujourd'hui les énergies renouvelables qu'on développe, elles viennent juste s'additionner aux énergies fossiles, malheureusement. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas bénéficier des progrès technologiques, de l'efficacité, si on n'arrête pas la croissance, tout simplement. Et on ne pourra pas faire non plus la transition énergétique si on ne réduit pas notre consommation d'énergie. Parce que tant qu'on continue à consommer toujours plus d'énergie, eh bien les énergies renouvelables ne font que s'additionner et non se substituer. Donc ça nous montre bien que oui, bien sûr, il faut du progrès technologique, mais pour qu'on en tire les bénéfices, eh bien il faut arrêter la croissance de la consommation de ressources. Ce qu'on nous dit avec la croissance verte, c'est qu'il faudrait aller plus vite, continuer plus fort sur la croissance, plus fort sur le développement technologique. Et quand on voit ces courbes, eh bien on peut en douter. C'est une étude qui a été publiée en 2015 et qui illustre ce qu'on appelle la grande accélération. Il y a 12 indicateurs socio-économiques à gauche. Donc vous voyez la consommation d'eau, le PIB, les transports, les télécommunications, la consommation énergétique, etc. De l'autre côté, vous avez 12 indicateurs dans cette étude écologique. Donc là, on voit l'augmentation de la concentration en CO2, la déforestation, le recul de la biodiversité, etc. Donc on voit déjà que ces courbes ont la même forme, c'est-à-dire une accélération exponentielle depuis les années 50. Donc c'est là qu'on se rend bien compte, si on n'était pas déjà convaincu, que ce sont les activités humaines qui entraînent la catastrophe écologique. Mais ce qui est aussi vraiment frappant, c'est cette forme, justement, cette forme exponentielle. On parle souvent d'inaction climatique, d'inaction écologique. On n'est pas du tout face à une inaction. On est pied au plancher et on ne fait qu'accélérer. C'est ça la réalité. Donc, quand on voit ces courbes, on se doute bien qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça très très longtemps. Soit le système va bugger et ça va s'arrêter. Soit on va nous-mêmes appuyer sur la pédale de frein. Ce que je nous conseille fortement parce que ça permettra d'amortir le choc. Comme on l'a vu tout à l'heure, on a dépassé déjà un certain nombre de limites planétaires. On est face à des limitations de ressources à venir en termes d'énergie, en termes de métaux, en termes d'accès à l'eau, en termes d'agriculture, etc. Mais la seule manière d'encaisser un peu mieux ces chocs à venir, c'est d'appuyer tout de suite, très rapidement, sur le frein. Alors, quelle solution concrètement ? Le premier pilier, c'est ce qu'on peut appeler la sobriété, on peut aussi l'appeler autrement. Toujours est-il que ça veut dire, et c'est écrit noir et blanc dans le rapport du GIEC, réduire notre consommation d'eau, d'énergie, de matériaux et de terres agricoles. Et ça, c'est ce que nous dit le GIEC, c'est de 40 à 70% de la solution. Autant dire que si on ne fait pas ça, on ne peut pas s'en sortir. Ça devrait être ce qui est le plus débattu aujourd'hui dans nos sociétés, puisque ça veut dire changer complètement de mode de vie, réinventer notre économie. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est le sujet tabou. C'est-à-dire que dès qu'on parle de sobriété, ne parlons pas de décroissance, hein, ça ne fait pas partie du débat. Et c'est presque un sujet interdit et banni des médias, des discussions politiques, etc. Alors que c'est écrit noir sur blanc, 40 à 70% de la solution. La sobriété, ce qui est important, c'est maigrir au bon endroit. Parce qu'on continue à entendre souvent que le problème, c'est un problème de démographie, qu'on est trop nombreux sur Terre, etc. Mais quand on regarde les chiffres, regardons où se concentre la dépense écologique, la consommation de matériaux, d'énergie, de terres agricoles, etc. Eh bien, elle est concentrée principalement chez les 10% les plus riches. Ça, c'est ce qu'on observe pour la question des émissions de CO2. Eh bien, 50% des émissions de CO2 sont le fait des 10% les plus riches. Donc, évidemment, ça n'aurait pas beaucoup d'impact d'aller finalement essayer de s'attaquer à la question démographique, c'est-à-dire aux pays qui ont les plus fortes fertilités, puisqu'elles sont dans le bas du graphique et vous voyez que ça ferait extrêmement peu de différence. En fait, leur empreinte écologique est beaucoup plus faible que la nôtre. Donc évidemment, si on veut maigrir quelque part, il faut maigrir là où on est en surpoids et c'est clairement
dans nos sociétés occidentales et dans les 10% les plus riches. Alors évidemment, je ne parle pas des 1% ou des 0,1% hein, qui ont à maigrir et beaucoup plus que les autres. La clé, vous l'avez compris, c'est sortir du tunnel carbone. Aujourd'hui, on ne parle que du climat. Et c'est un problème. C'est un problème pourquoi? Parce que ça nous fait oublier tout le reste. Or, les solutions, elles sont forcément systémiques. Parce que toutes ces limites planétaires, elles sont liées entre elles. Elles sont liées entre elles. On a vu l'exemple des forêts. Les forêts, c'est des puits de carbone. Elles gèrent le cycle de l'eau. Elles maintiennent la fertilité des sols. Tout est absolument lié. Si vous déréglez une limite planétaire, en fait, vous allez en dérégler énormément d'autres. Donc, le problème quand on est focalisé sur le climat, c'est qu'en fait, on va potentiellement mettre en avant des fausses solutions qui vont décaler le problème sur la biodiversité, par exemple. Prenons l'exemple des agrocarburants. Aujourd'hui, les agrocarburants produits à base de plantes sont mis en avant comme une alternative aux énergies fossiles dans l'aviation, par exemple. Le problème, c'est que ça augmente. L'objectif, dans ce cas-là, c'est d'augmenter notre production agricole. À la production agricole industrielle, on a vu l'impact de l'agriculture tout à l'heure. Évidemment, ce n'est pas du tout une option. Donc, avoir une vision systémique comme celle-ci, ça permet d'éviter de tomber dans le piège des fausses solutions. Et donc, parmi les solutions, on a parlé de la sobriété, mais il y en a d'autres qui sont extrêmement importantes. Ça, vous voyez ici, c'est le top 7 des solutions selon le GIEC, donc c'est-à-dire les leviers les plus efficaces. Dans ces leviers les plus efficaces, dans ce top 7, nous observons, il y a évidemment les énergies renouvelables, puisqu'on en a absolument besoin pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et s'attaquer au changement climatique. Énergie solaire, énergie éolienne. Ce qui est absolument frappant, c'est que les autres, la majorité des autres leviers dans ce top 7, eh bien, ce sont des leviers qui ont trait aux écosystèmes et au changement de notre modèle agricole. Baisse de la transformation des écosystèmes, ça a arrêté le changement d'usage des sols, arrêter la déforestation, arrêter de bétonner, tout simplement, les espaces naturels. Séquestration du carbone dans l'agriculture. Ça veut dire qu'on peut séquestrer du carbone, c'est un immense puits de carbone dans cette fameuse couche d'humus fertile qu'on est aujourd'hui en train de détruire et qui émet des émissions de CO2. Mais si on changeait de modèle agricole pour passer par exemple à l'agroécologie, eh bien on pourrait augmenter cette couche d'humus et capter énormément de carbone. Vous voyez quand même, 4e levier le plus efficace. Est-ce qu'on en parle dans les médias aujourd'hui, dans les actions politiques? Absolument pas. Restauration des écosystèmes, donc ça parle de lui-même, notamment reforestation, etc. Passage à des régimes alimentaires plus durables, ça on en parlait tout à l'heure, hein, manger moins de viande. 6e levier, et probablement le plus facile, celui que vous pouvez démarrer en sortant de cette pièce. Toujours est-il que ce qu'on observe ici, c'est que parmi les leviers les plus importants, il y a la préservation et la restauration des écosystèmes qui sont nos meilleurs alliés. Donc si je résume, les solutions, finalement, elles sont très simples et elles sont aujourd'hui écrites noir sur blanc dans les rapports scientifiques. Réduire notre empreinte écologique, globalement, la sobriété. On consomme moins de ressources. Sortir des énergies fossiles, bien évidemment, avec comme levier indispensable les énergies renouvelables. Préserver et restaurer les écosystèmes, nos meilleurs alliés. Aujourd'hui, ça c'est aussi un sujet dont on ne parle absolument pas, sur lequel on n'investit pas, et au contraire, on continue de détruire ces espaces naturels qui sont absolument indispensables pour restaurer et pour limiter le dépassement des limites planétaires. Et puis, la question bien sûr des ressources, on l'a vu tout à l'heure, nous allons vivre dans un monde avec moins de ressources, et du coup, la priorité, c'est bien sûr d'économiser ces ressources et de mieux les partager. Évidemment, le partage des ressources, ça vous semble, j'imagine, absolument logique, mais la question de l'économie des ressources, je vais citer juste un exemple. Aujourd'hui, le néodyme, par exemple, qui est une terre rare qu'on utilise notamment pour fabriquer les éoliennes. Ben, ce néodyme, on le retrouve aussi dans les machines Nespresso et les brosses à dents électriques. Il y a peut-être un moment, il va falloir se poser la question de l'usage de ces ressources, de sortir d'un état d'esprit où on a l'impression qu'elles sont infinies et de faire des vrais choix en termes de priorité. Prioriser et partager. Alors, partager les ressources, ça, c'est un sujet dont vous avez potentiellement entendu parler, mais qui illustre bien cette question, la question des mégabassines, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire de l'eau aujourd'hui, et donc avec des tensions qui démarrent même dans des pays comme les nôtres. Donc, cette question du partage des ressources, elle est extrêmement importante et elle doit être adressée aujourd'hui et par probablement plus de démocratie participative, donc on en est loin.
et prioriser l'usage de ressources. Je voudrais prendre l'exemple de ce verre de Coca-Cola. Donc on a beaucoup parlé et mis en place et supprimé par exemple les pailles en plastique. On les a remplacées par des pailles en carton qui sont tout aussi polluantes. Je ne sais pas si vous avez vu, parce qu'ils contiennent des PFAS, justement des polluants éternels. Donc oui, on peut se passer de paille, c'est pas très grave. Mais peut-être qu'il faut aussi se passer du coca. Aujourd'hui, pour fabriquer 1 demi-litre de coca, il faut 35 litres d'eau. On l'a vu, on va vivre dans un monde où on a moins d'eau disponible. Est-ce que vraiment c'est une priorité de produire finalement alors, cette question, elle se pose pour énormément de produits de consommation, hein. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Mais se dire, est-ce que c'est une priorité finalement d'utiliser notre eau pour produire du Coca-Cola, qui est une boisson qui n'est pas vraiment désaltérante et qui contribue au problème d'obésité dans le monde, qui est une véritable épidémie. Bref, c'est un exemple pour montrer qu'on doit collectivement, en tant que citoyens, se poser la question de l'usage des ressources. On en parlait tout à l'heure, la question de la croissance. Et quid de la croissance là-dedans? C'est-à-dire que, notamment quand on parle de sobriété, de consommer moins de matériaux, moins de ressources, évidemment, ça pose cette question de la croissance. Mais est-ce que c'est une vraie question dans le sens où, au-delà d'un certain niveau de PIB, eh bien, cette croissance, elle n'est plus corrélée avec le bien-être des populations? C'est ce que nous montre cette courbe. C'est une enquête sur le bien-être des populations dans différents pays en fonction du PIB, et on se rend compte qu'on plafonne, qu'au bout d'un moment, dans nos pays développés, eh bien, gagner les points de PIB, c'est pas gagner du bien-être supplémentaire. Donc finalement, en tout cas pour nos pays occidentaux, la croissance n'est pas la clé de notre bien-être. Donc on a la possibilité de la remettre en cause. D'autant plus que, finalement, on oppose souvent économie et écologie, ce qui est une aberration, dans le sens où ce que nous disent les études, c'est que plus de la moitié du PIB mondial dépend des écosystèmes. Donc ça, c'est un rapport qui a été produit pour Davos en 2020. C'est plus de la moitié du PIB mondial. Donc les deux sont intimement corrélés. En gros, il n'y a pas d'économie sur une planète morte, hein, tout simplement. Un rapport récent de la Banque européenne nous montre que 70% des entreprises européennes dépendent directement des écosystèmes, des ressources liées à la biodiversité. Et en janvier est sorti un rapport, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, très intéressant, une étude d'ingénieurs de gestion du risque qui nous montre qui corrobore ce qu'on a vu tout à l'heure, 50% du PIB mondial, on pourrait subir une perte de 50% du PIB mondial entre 2070 et 2090 en raison des chocs climatiques. Et ce que nous disent les auteurs de cette étude, c'est que si le réchauffement climatique atteint 3 degrés ou plus d'ici 2050, il pourrait y avoir, dans les pires scénarios, 4 milliards de décès, une fragmentation sociopolitique importante à l'échelle mondiale, la faillite des États et des événements d'extinction. Il ne peut y avoir d'économie sans société, et une société a besoin d'un endroit où vivre. Évidemment, ça paraît être une évidence, mais c'est quelque chose que globalement, on oublie complètement quand on nous parle de poursuivre la croissance et même d'accélérer. Et plus largement, il ne peut y avoir de paix que dans un monde où on a suffisamment de ressources disponibles pour le bien-être des populations et que ces ressources sont partagées équitablement. Pour justement arriver à cet équilibre-là, cet équilibre qui permet de respecter les limites planétaires tout en respectant les besoins de l'humanité, eh bien ça a été résumé dans ce qu'on appelle la théorie du donut par l'économiste Kate Raworth. Vous avez peut-être déjà vu ce schéma, donc, qui résume bien la vision finalement qu'on devrait avoir collectivement, celle sur laquelle on devrait baser tous nos débats de société, et qui est de tendre vers l'intérieur de ce donut qui a comme plafond les limites planétaires et comme plancher les critères de bien-être humain. Finalement, déjà, si on arrivait à minima à se mettre d'accord et à travailler dans la bonne direction qui est celle, finalement, le seul espace juste et durable pour l'humanité, ça serait déjà un énorme progrès. Évidemment, on n'en est même pas là. Donc la première étape est vraiment de s'accorder collectivement sur cette vision qui est la seule qui peut nous amener à un équilibre et finalement
arriver à maintenir nos sociétés et le bien-être pour 8 milliards d'humains sur Terre dans un contexte de paix. Pour ce qui est de l'action, du passage à l'action, parce que quand on voit tout ça, on se sent évidemment tout petit face aux enjeux, mais ce qui est important de voir, c'est qu'est-ce qu'on peut réellement faire chacun à notre échelle. Vous avez peut-être déjà vu ce triangle de l'inaction. Pourquoi on appelle le triangle de l'inaction? Parce que chacun des acteurs au sommet de ce triangle, finalement, compte sur les autres pour agir. Moi, je suis citoyen, et je me dis, mais au final, c'est aux élus de prendre des décisions pour les politiques publiques, et c'est aux entreprises d'agir. Moi, en tant que citoyen, j'ai très peu de pouvoir. Ce que se disent les entreprises, c'est, moi, je donne au consommateur ce qu'il a envie de consommer. Et l'État n'a pas changé les réglementations, donc il n'y a aucune raison que je bouge. Et nos élus se disent que finalement les citoyens ne sont pas prêts, que les entreprises ne font que freiner face au changement de réglementation. Et donc n'agira que quand le reste de l'écosystème sera prêt. Et donc notre seul chemin pour sortir de ce blocage, c'est de transformer ce triangle en triangle de l'action, c'est-à-dire que chaque acteur au sommet du triangle se pose la question de qu'est-ce que je peux faire pour faire bouger les autres acteurs. Par exemple, je suis citoyen, évidemment, je peux changer mon mode de consommation pour impacter, pour faire changer, pour faire bouger les entreprises. Mais ce n'est pas mon seul mode d'action en tant que consommateur. Qu'est-ce qu'il peut y avoir, par exemple? Est-ce que vous avez une idée de comment, finalement, faire bouger un secteur d'activité autre que par votre consommation individuelle? Le boycott, par exemple, des actions collectives, ou des associations, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui vis-à-vis, par exemple, de Total, des associations qui se mettent à dénoncer, ou par rapport à des acteurs, à Bayer, Monsanto, à des entreprises, pour essayer de faire, finalement, changer leur mode de production, par exemple. Et vis-à-vis de nos politiques, aujourd'hui, en tant que citoyen, évidemment, on peut voter tous les 5 ans, mais on voit bien que ce n'est pas du tout suffisant. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour essayer de faire bouger nos élus? Un mode d'action collectif, quel qu'il soit, effectivement. Évidemment, on pense aux pétitions, aux manifestations, aux associations, tout ce qui permet à l'échelle collective de faire bouger, de s'adresser à ses élus locaux dans sa ville, etc. etc. Donc, c'est en tout cas changer d'état d'esprit et se dire, moi, et d'ailleurs on a souvent plusieurs, on est aussi positionné potentiellement à différents sommets du triangle, parce qu'on n'est pas seulement citoyen, à un moment vous allez aussi être par exemple salarié et pouvoir faire bouger les choses au sein de votre entreprise. Mais l'idée c'est de se dire, comment faire bouger finalement les autres sommets du triangle. Et vous l'avez vu dans cette présentation, un peu longue, je m'en excuse, mais de faire le tour de ce constat et finalement des solutions vers lesquelles aujourd'hui on est à peine en train, enfin la bifurcation n'a pas du tout eu lieu. Aujourd'hui on est vraiment à un tournant de l'histoire de l'humanité, on est face à un basculement et ce qui est important de se dire c'est qu'on a une capacité d'agir. Alors qu'on peut se sentir démuni face à ce qui est en train de se passer, en fait, nous sommes tous et toutes acteurs si nous travaillons collectivement, parce qu'évidemment, à l'échelle individuelle, au-delà de faire son tri et de prendre plus son vélo, on voit bien que ça ne va pas changer la face du monde et que c'est uniquement par l'action collective qu'on pourra faire changer les choses. Il n'y a pas de baguette magique, mais par contre, comme disent les scientifiques, chaque dixième de degré compte. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu, nous sommes face à des points de bascule potentiels et donc s'arrêter avant le bord de la falaise, c'est tout ce que je nous souhaite et ça, on peut le faire collectivement. Merci beaucoup. Je vais vous mettre juste ici, si vous voulez aller plus loin sur le sujet des limites planétaires. Vous avez un petit livre assez scientifique, très bien fait par Aurélien Bouteau et Natacha Gondran, qui sont les spécialistes du sujet en France.
Évidemment, le rapport Les limites à la croissance, que je vous recommande de lire. Mon livre Dernière limite est aussi disponible sous forme de podcast, suivant ce que vous préférez, si vous préférez lire ou écouter. Et puis, je publie bientôt un cours, donc une masterclass en ligne de 10 heures de cours sur la plateforme Sator, donc qui sera bientôt disponible et qui permet vraiment d'approfondir ces sujets, à la fois le constat et les solutions. Merci beaucoup. Alors, on va maintenant passer à une phase de questions-réponses. Si vous avez des questions à poser à Madame Boeline, n'hésitez pas. On est là pour faire passer les micros. Voilà. Bonjour. Quand vous avez fait la liste des points, des limites de la planète, j'ai l'impression que vous avez parlé que des limites qu'on a dépassées. Vous avez parlé des limites qu'on n'a pas dépassées du coup? Alors, non, oui, j'ai parlé de l'acidification des océans qu'on n'a pas encore dépassée. Et sinon, effectivement, il y a 2 autres limites. La concentration en aérosols dans l'atmosphère. Donc les aérosols, c'est les particules fines. Donc cette limite n'a pas été dépassée. Alors elle fait partie du grand point que je fais sur la pollution globalement. Elle n'a pas été encore dépassée. Elle est dépassée régionalement, notamment en Asie. La situation s'est un petit peu améliorée en Europe en termes de concentration de particules fines. Mais voilà, on a des régions du monde où cette limite est dépassée, mais néanmoins elle n'est pas dépassée au niveau global, même si la situation s'aggrave d'année en année. Et celle qui est finalement en bonne santé, c'est la couche d'ozone. Donc, puisqu'on a agi dans les années 80 via le protocole de Montréal, on s'est mis d'accord pour arrêter la production des gaz chlorés qui détruisaient cette couche d'ozone. Et c'est finalement la seule limite planétaire qui est en bonne santé aujourd'hui et sur laquelle on a agi. On prend souvent cette limite planétaire en exemple pour se dire mais regardez, on avait un problème à l'échelle mondiale, un problème écologique majeur, et on a réussi à trouver une solution par la coopération internationale, ce qui est vrai. On occulte quand même le fait qu'à ce moment-là, les entreprises ont essayé d'abord de nier le problème et finalement d'enterrer et de repousser l'action. Mais néanmoins, on est arrivé à une entente internationale. Après, le sujet était beaucoup plus facile parce que ça ne remettait pas en cause globalement nos modes de vie. Ça nous demandait juste de changer un type de gaz et on avait déjà l'alternative. Donc voilà, du coup, il y avait un coût industriel, mais n'avait pas un impact majeur sur les modes de vie. Mais effectivement, il y a cette limite planétaire qui se porte plutôt bien et qui reste dans le vert. Du coup, je me posais une question, c'était par rapport aux métaux, parce qu'on voit que dans les années à venir, il risque d'avoir plus de gisements. Est-ce que malgré tout, il pourrait y avoir des solutions par le recyclage ou la réutilisation de certains métaux? Parce que, a priori, vu que c'est juste des alliages, on pourrait, ça serait coûteux en énergie, mais découper les alliages pour les réutiliser indirectement. Alors je vous encourage dans vos prochains lundis de l'ENSTA à inviter Philippe Biwix, qui est un expert sur ces sujets que j'ai interviewé moi-même et qui vous répondrait encore mieux que moi. Néanmoins, alors le recyclage évidemment, il est extrêmement souhaitable, mais il présente plusieurs limites. Imaginons déjà qu'on recycle 100% des métaux, ce qui serait exceptionnel, mais ça ne permettrait tout de même pas de maintenir notre taux de croissance actuel. Vous l'avez vu, on est face à des croissances exponentielles en termes de consommation. Et donc, évidemment, on imagine bien que le recyclage ne permet pas, du coup, d'augmenter sa consommation de métaux. Ça, c'est dans un monde où on recyclerait 100% des métaux. Il se trouve qu'on utilise une 60aine de métaux et seulement la moitié, aujourd'hui, sont recyclés. Et encore pas à des taux très satisfaisants pour un grand nombre d'entre eux. Pourquoi? Parce que soit c'est pas du tout rentable, soit en fait c'est très difficile de les séparer, justement dans les alliages par exemple, où plus on miniaturise, plus on a des quantités minimes de métaux et qui sont très difficilement séparables et c'est pas du tout rentable de le faire. Donc dans ce cas-là,
soit on perd complètement ces matériaux-là, soit finalement on les agrège, on en fait de la ferraille et on les utilise par exemple pour les soubassements des infrastructures, pour faire des soubassements de routes par exemple, ou de tarmac d'aéroport. Voilà. Mais donc ça veut dire que par exemple le platine utilisé dans le téléphone portable ne pourra pas être réutilisé pour le même objet, et on devrait néanmoins réextraire du platine. Donc c'est pas, il n'y a pas de solution miracle. On ne recyclera jamais 100% des métaux, et ça ne suffirait de toute façon pas pour continuer à augmenter notre consommation. Mais le recyclage est absolument nécessaire pour éviter les pénuries de ressources. Et donc, il faut absolument qu'on développe beaucoup plus de filières qu'aujourd'hui et qu'on augmente notre taux de recyclage. Mais c'est, par exemple, antinomique avec le fait de miniaturiser. Bonjour madame, merci beaucoup pour votre conférence, c'était très intéressant. Juste pour reprendre ce que vous avez dit sur Philippe Biwix, il est venu l'année dernière, donc peut-être qu'il se fera un plaisir de revenir d'ici quelques années, mais donc il est déjà venu l'année dernière. Vous avez parlé donc de la sobriété comme premier pilier soulevé par le GIEC pour donc sortir de tous les problèmes que vous avez soulevés juste avant. Et vous avez dit aussi que pour l'instant c'était un sujet un peu tabou, on n'en parlait pas du tout, mais depuis quelques années, justement avec les problèmes d'approvisionnement en gaz qu'on a en Europe suite aux problèmes avec l'Ukraine et la Russie, on a entendu notamment Elisabeth Borne, quand elle était Première ministre, parler de sobriété, donc passer à 18 degrés dans les maisons, ou 19, je ne sais plus le chiffre qu'elle avait dit. Est-ce que vous pensez que c'est une première marque du fait que les élus commencent à se rendre compte qu'il va falloir miser sur la sobriété, ou est-ce que vous pensez que c'est plus le fait d'un contexte et que c'est assez anecdotique de citer ce genre de mesures comme solution à des problèmes énergétiques? Oui, alors il y a deux volets à la réponse. La première, c'est que finalement, on l'a vu, c'était très conjoncturel. Et donc c'était vraiment lié à l'inflation, l'augmentation des prix de l'énergie due à la guerre en Ukraine. Et donc c'est pas du tout des mesures qui ont été mises en place de façon durable. On n'en entend d'ailleurs absolument plus parler. Et en plus, c'est pas du tout suffisant, puisque vous voyez que là, si je reprends juste les émissions de gaz à effet de serre, on doit d'ici 2050 les diviser par 5. Donc c'est en gros une baisse de 5 à 7% par an. C'est l'équivalent, le Covid, ça nous a permis de baisser les émissions de 7% par an. Donc ça veut dire un Covid, sur un Covid, sur un Covid, etc., etc. Donc on voit bien la magnitude du changement qui est face à nous. Donc c'est pas par des petits pas qu'on va y arriver, parce qu'une fois que vous avez mis votre chauffage à 18, c'est quoi l'étape d'après pour le chauffage? 17. Mais l'étape d'après, c'est certainement l'isolation des logements. Or là, on voit bien qu'on n'est pas du tout à la hauteur sur cet enjeu-là. Donc c'est la même chose finalement pour d'autres enjeux, par exemple pour la mobilité. Évidemment, le premier enjeu, c'est d'arriver... on parle aujourd'hui pour la mobilité, on parle principalement de la voiture électrique. Et la voiture électrique, elle est absolument nécessaire pour se passer de la voiture thermique qui est incompatible avec les objectifs climatiques. Mais on parle de la voiture électrique comme si on allait tous avoir une voiture électrique, comme si on allait remplacer le parc actuel qui fait 1,2 milliard de voitures, si je ne dis pas de bêtises, comme si on allait remplacer toutes ces voitures par des voitures électriques. Mais on va faire face très vite à une limite, laquelle? Les matériaux encore. Les matériaux. Donc la première priorité, c'est de se passer de la voiture. Et quand on ne peut pas, d'avoir une voiture électrique. On voit bien que c'est un changement d'usage dont on a besoin, en plus d'un changement technologique. Or, ce changement d'usage, il reste absolument tabou. Merci. Donc, pendant que le micro se déplace encore dans la salle, merci encore pour cette conférence. J'ai moi-même plusieurs questions à poser, donc plus ou moins légères. Et pour commencer avec une légère, vous avez parlé d'une formation à laquelle vous officiez. Quels conseils est-ce que vous donneriez à des futurs ingénieurs pour intégrer les enjeux des limites planétaires dans leur carrière? Évidemment, là, on a juste balayé en surface le problème. Donc la première chose, c'est vraiment de s'informer en profondeur, de s'imprégner de ces connaissances, qui devraient d'ailleurs être diffusées dans l'ensemble des cursus.
Alors je ne sais pas à l'ENSTA voilà, si vous y êtes exposé, mais en tout cas c'est vraiment voilà, parce que finalement ça nous concerne tous et encore plus en tant qu'ingénieur où on a finalement cette responsabilité aussi de... En fait la technologie elle façonne les usages. Donc il y a un levier énorme qui est dans la main des ingénieurs. Donc effectivement, il faut s'informer. Donc soit votre cursus vous le permet, soit, si ce n'est pas le cas, il faut le faire par soi-même. Donc j'ai donné quelques pistes. Évidemment, il y a énormément d'experts. Parmi les experts que j'ai interviewés, finalement, on peut creuser et aller lire ou écouter chacun de ces experts pour aller plus loin. Donc Philippe Biouix, Florence Abetz que vous avez reçu, etc. pour aller s'informer sur l'ensemble des enjeux. Parce que ce n'est qu'en ayant compris ces enjeux qu'on peut les mettre en application voilà, dans son travail, finalement, le levier le plus important qu'on a à sa disposition, c'est d'utiliser son activité professionnelle pour aller dans le sens de la bifurcation. Parce que c'est finalement la plus grosse contribution qu'on peut faire à la société. Évidemment, on peut s'engager à côté, mais vraiment, c'est par son activité professionnelle qu'on a le plus grand levier à sa disposition. J'avais une question par rapport aux différents leviers d'action dont vous avez parlé du rapport du GIEC. On parle en premier de l'énergie solaire. Et donc j'avais une question, c'est est-ce qu'on entend l'énergie solaire comme l'utilisation des panneaux solaires ou d'autres utilisations plus globales? Parce qu'on a aussi du coup parlé de la baisse des terres rares et donc la difficulté d'en trouver. Et donc est-ce que dans leur rapport ils le prennent en compte ou est-ce que du coup ils imaginent d'autres utilisations? Oui, en fait, quand on voit là les énergies renouvelables comme premier levier, notamment le solaire, ça, comment dire, évidemment, ces outils de transition énergétique sont aussi liés à la limitation des ressources. C'est la raison pour laquelle je reviens sur le fait que dans le rapport du GIEC, il est très clair que le premier levier à mettre en place, c'est la sobriété. Pourquoi ? Parce que si on ne réduit pas notre consommation énergétique, on ne pourra pas produire assez d'énergie renouvelable parce que nous allons manquer de métaux. Donc pour arriver à faire la transition, il est absolument indispensable de limiter, de réduire notre consommation d'énergie. Sinon, on ne pourra pas finalement produire la même quantité d'énergie. Et même, vous l'avez vu sur les graphiques, on continue à consommer toujours plus d'énergie. On ne pourra pas, du coup, substituer avec des énergies renouvelables. C'est pas où le micro, mais je peux enchaîner avec quelque chose qui me tient un peu à cœur, c'est que dans ce début d'année a été marqué par l'institution d'un nouveau président des États-Unis d'Amérique, qui, entre autres, en ce début d'année, a mis un terme à plusieurs projets scientifiques, mis en place des licenciements, supprimé des millions de données scientifiques. Dans votre présentation, il y a beaucoup de la science qui revient évidemment, il y a aussi l'inaction politique. Comment réagir à ça? En tenant bon, en résistance. De toute façon, globalement, vu tout ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est entrer en résistance, quelque part, contre la destruction du monde, contre la destruction des conditions d'habitabilité de notre planète. Ce dont on parle, c'est des millions, des centaines de millions de vies humaines. C'est nos conditions de vie à tous. C'est à la fois nos conditions de vie économiques, notre accès aux ressources, c'est l'équilibre, c'est nos démocraties aussi qui sont en jeu. On se doute bien que des difficultés d'accès aux ressources, c'est plus de tensions géopolitiques, des basculements de contexte politique. Donc c'est de ça qu'on parle. Donc c'est aujourd'hui s'engager pour maintenir les conditions de vie sur Terre et les conditions de la paix sur Terre. Ces conditions de la paix sur Terre, elles sont menacées évidemment par un certain nombre de facteurs. On l'a vu aujourd'hui, nos
le fonctionnement économique, mais aussi évidemment des enjeux politiques. Évidemment, le basculement des États-Unis n'est pas du tout une bonne nouvelle et peut nous amener même à aggraver la situation dans les différents scénarios du GIEC. Donc on l'a vu, là on est actuellement sur un scénario qui nous mène vers un plus 3 degrés de réchauffement. Et les pires scénarios, donc ceux qui nous amènent vers plus 4, plus 5 degrés, en fait ce sont des scénarios où on n'a pas de coopération internationale. Et finalement on rentre dans un monde de compétition, de la loi du plus fort, compétition pour les ressources, et ce qui nous amène à consommer beaucoup plus de ressources. Et on voit bien que l'élection de Trump, en fait, nous fait potentiellement basculer vers ce scénario. Donc la seule chose qu'on puisse faire, c'est tenir bon à l'échelle européenne. Espérons un sursaut qui est peut-être en train de se produire pour montrer qu'un autre modèle est possible et éviter que le basculement qu'on a vu aux États-Unis finalement se propage ailleurs dans le monde. Donc on a d'autant plus de responsabilités aujourd'hui à l'échelle européenne pour justement résister et montrer qu'un autre modèle est possible. On a une question là-bas, je ne sais pas où est le micro. Bonjour, ça marche, oui. Merci beaucoup pour la présentation. Vous avez parlé d'autres modèles, notamment ce qui se passe en Europe. Mais est-ce que vous pensez qu'en Europe, c'est vraiment ce qui se passe? Parce qu'on a plus tendance à revenir sur par exemple sur le Green Deal, etc. De nos jours, quoi. Oui, effectivement, on est au cœur de ce qu'on peut appeler un backlash écologique, qui est un retour, je veux dire, déjà une forme de résistance qui s'accroît face au changement et même des décisions politiques, effectivement, qui vont à rebours de ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire qu'on a fait des petits pas et on est même en train au lieu d'accélérer, on est en train de détricoter les quelques petits pas qu'on a déjà faits, ce qui n'est évidemment pas une bonne nouvelle. En même temps, ce backlash écologique en soi, il n'est pas si, surprenant que ça. Quand on voit la situation dans laquelle on est et le fait qu'il faut vraiment un basculement, un changement de mode de vie majeur, qu'on ne va pas s'en sortir avec des petits ajustements, il est assez logique que la réaction soit finalement assez violente en face, c'est-à-dire qu'une partie de la population soit reste dans le déni ou au contraire même dans le refus finalement de ces changements drastiques avant que... Voilà, c'est une étape finalement qu'on a vue face à d'autres luttes comme par exemple les droits civiques aux États-Unis, les droits des femmes. Voilà, il ne faut pas croire que les avancées majeures qu'on a connues dans nos sociétés se sont faites sans heurts et sans backlash. Donc ce backlash, il est assez finalement logique, c'est une réaction humaine assez classique quelque part. C'est une étape qui doit être franchie, mais le tout, c'est de effectivement résister à ce backlash. Et ça ne peut être fait que finalement par les citoyens. Aujourd'hui, il y a aussi des intérêts politiques qui vont finalement dans le mauvais sens. Et ce qu'on observe, c'est que les changements politiques, en fait, ils ne se produisent que sous la pression citoyenne. On est face à des rapports de force, en fait. Et donc, c'est qui pèse le plus lourd dans ces rapports de force. C'est pour ça que l'engagement de chacun et chacune est extrêmement important, parce que le rapport de force citoyen, il doit s'exercer sur nos élus pour continuer à persévérer dans le bon sens. Est-ce que vous avez pensé que les citoyens ont lâché du lest sur la cause écologique à cause des événements, ou c'est juste que du coup, d'autres événements ont pris le pas sur l'écologie? Parce que j'ai pas l'impression que les citoyens à l'échelle de l'Europe sont moins écolos qu'il y a 5 ans, par exemple. Juste que on a dit bon, on va s'armer d'abord parce qu'on risque de se faire bouffer par la Russie et que. En fait, il y a effectivement une instrumentalisation politique populiste des craintes liées aux changements majeurs qui sont face à nous. Et c'est parce que ces craintes, en fait, elles sont alimentées aussi par la crise économique, et donc, effectivement, il y a toute une partie, il y a un certain nombre de nos élus et un certain nombre de partis qui jouent sur cette corde-là et qui amplifient ces craintes.
Mais ces craintes, elles sont aujourd'hui présentes dans la population. Ce qu'il faudrait faire, c'est montrer que finalement, il n'y a pas d'alternative au changement et que par contre, ce changement-là, il doit être débattu collectivement. Mais au contraire, aujourd'hui, on agite les peurs et effectivement, on est en train de faire basculer un certain nombre de personnes qui étaient plutôt convaincues sur la question écologique. Donc le débat public a une influence absolument majeure, et ce débat public, il n'y a pas que les élus qui sont capables de le mener, il y a aussi toute la sphère citoyenne, et il faut que cette sphère citoyenne se fasse beaucoup plus entendre, et ça dépend de chacun d'entre nous de porter ce débat. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas où on est en termes de temps, Adrien. On peut encore faire une question ou deux s'il reste des questions dans le public. Moi, j'en ai une en tout cas. Bah, vas-y. Alors. Vous parlez de rapport de force dans le débat public et vous êtes journaliste scientifique. Donc, je voulais vous demander comment vous concevez le rôle du journaliste scientifique dans ce rapport de force, dans ce débat. Ce qui est essentiel, on le voit, là, ces sujets-là, ils sont fortement ancrés dans la science, dans la compréhension de phénomènes scientifiques et même technologiques. Donc la première des choses, c'est de mettre ces connaissances à la portée du grand public, dont une partie en fait est déstabilisée finalement par la connaissance scientifique en pensant qu'ils n'ont pas les clés pour comprendre. Donc il y a une forme de démission d'une certaine partie de la population par rapport aux informations scientifiques. C'est pour ça que je pense qu'il y a un rôle énorme en termes de vulgarisation pour aller porter ces connaissances à tous et toutes et se donner finalement les moyens d'agir. Comprendre, c'est se donner les moyens d'agir. Donc ça, c'est la première des choses. Et effectivement, c'est le rôle des journalistes scientifiques en vulgarisant ces connaissances et aussi en choisissant les sujets. Quand on parle de journalisme engagé, c'est choisir les sujets qu'on va mettre en avant. C'est pas manipuler les données. On voit qu'on a vu aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est le résultat des consensus scientifiques, ce qu'on trouve dans les rapports du GIEC, de l'IPBES. Mais par contre, c'est par le choix du coup des sujets qu'on met en avant dans le débat public, dans les médias, qui va permettre de porter à la connaissance du grand public le constat et les solutions, et débunker les fausses solutions. Parce qu'en fait, finalement, aujourd'hui, quand même, un maximum de gens se rendent compte qu'on a un petit problème, mais on a une analyse très superficielle de ce à quoi on fait face. En plus, on se focalise énormément sur le climat, donc il faut absolument qu'on élargisse. C'est pour ça que moi, je trouve que les limites planétaires, c'est un outil qui est extrêmement puissant, parce qu'il permet de se rendre compte qu'on est face à finalement un basculement écologique global, et qui permet aussi de débunker les fausses solutions, c'est-à-dire celles qui ne font que déplacer le problème. Et notamment, quand on regarde, on a une vision systémique, on se rend compte que le premier pilier, c'est celui de la sobriété. Ça permet de replacer l'église au milieu du village, quoi. Donc en tout cas, voilà, c'est un rôle extrêmement important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se sentir de pouvoir d'agir si on n'a pas vraiment compris le problème. Et pour ça, les journalistes ont un rôle important, extrêmement important à jouer. Oui, bonsoir, merci. Moi, je voulais poser une question par rapport aux ressources, justement. Est-ce que vous croyez que on va, c'est pessimiste comme vision, mais malheureusement, est-ce qu'on va atteindre la pénurie de ressources avant la viabilité de la planète? Dans quel sens on va... Alors ça, c'est justement les différents scénarios qui ont été faits par le rapport Meadows. C'est-à-dire que ces différents scénarios, ils existent. Après, aujourd'hui, moi, je n'ai pas de boule de cristal pour savoir ce qui va se produire. Je ne vais pas me hasarder là-dessus. Moi, je me base uniquement sur des données scientifiques. Et aujourd'hui, aucune donnée scientifique ne répond à votre question. Mais toujours est-il qu'on a besoin des deux. On a besoin d'équilibre, enfin on a besoin d'un système Terre en bon fonctionnement, et on a besoin aussi de ces ressources. Donc en tout cas, il faut qu'on maintienne les deux dans un état suffisamment bon pour qu'on puisse maintenir, enfin en fait subvenir aux besoins de l'humanité. Donc je ne ferai pas passer l'un avant l'autre en fait, il faut faire les deux en même temps. Après je reviens sur
BWIX que vous avez évoqué tout à l'heure, avec sa BD ressources, là, dans lequel en fait on trouve une donnée par rapport à la croissance actuelle des consommations matières, je crois. Mais il parle de l'épuisement des ressources, mais à l'échelle de la galaxie, du système solaire, et non pas de la Terre. Donc là, pour de mémoire, c'est 1500 ans, je crois, un truc comme ça. Il dit que si on continue à croître notre besoin de ressources à 2% par an, dans 1500 ans, on n'aura pas assez du système solaire au niveau des ressources. Et au niveau de la Terre, on a une idée de ce que ça donne? Parce que... En fait, c'est un raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire qu'il montre qu'est-ce qui se passerait si on poursuit la croissance. Et donc, à quel moment on dépasse les ressources présentes sur Terre, puis celles présentes dans le système solaire, puis celles présentes dans la galaxie, etc. Donc, c'est plutôt un raisonnement par l'absurde. Il faut savoir que, de toute façon, on n'épuisera jamais les quantités de métaux présentes sur Terre, parce qu'en fait, on en a des quantités énormes qui sont présentes dans la croûte terrestre ou même dans le manteau terrestre, mais qui sont soit pas accessibles, soit en concentration trop faible, soit on n'aura pas suffisamment d'énergie pour aller les extraire. Donc on n'ira jamais tirer la dernière goutte de pétrole et on n'ira jamais extraire les derniers grammes de cuivre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas tout extraire pour des questions économiques ou énergétiques. Ça, c'est clair. Mais en fait, sur cette question des ressources ou des questions d'habitabilité de la Terre, finalement, les deux sont très liés. Je vais reprendre l'exemple des métaux. Donc effectivement, il y a ce risque de manquer de métaux. Si on reprend les différents métaux nécessaires à la transition, les pics d'extraction sont évalués, on l'a dit déjà 2030-2040 par rapport à nos besoins estimés, on n'y est pas. Et les pics d'extraction sont estimés entre 2030 et 2070, voilà, selon les différents métaux. Donc ça, évidemment, c'est une limite. L'autre limite, c'est quand on fait... Donc ça, c'est une étude qui est sortie récemment, qui montre que si on poursuit l'extraction en fonction de nos besoins estimés, eh bien, cette extraction, en fait, l'extraction minière demande énormément d'énergie. Aujourd'hui, c'est 10% de l'énergie mondiale qui est utilisée pour l'extraction, et que rien que l'énergie utilisée pour l'extraction minière nous fait sortir des clous par rapport à l'accord de Paris, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tenir nos engagements climatiques rien que par l'augmentation de l'extraction des ressources qui consomment trop d'énergie et donc émettent trop de gaz à effet de serre. Donc on voit bien que les deux sont intimement liés. Il y a une dernière question et je pense que ce sera la dernière question pour ce soir. Bonjour. Quand on parlait des solutions, vous nous avez proposé les solutions du GIEC, donc qui sont des solutions globales, mais qui supposent une réversibilité. Et on a aujourd'hui des inégalités climatiques, notamment sur l'énergie. Donc l'énergie en Chine est produite par du charbon, en France par du nucléaire. Et est-ce qu'il existe des solutions plus locales et qui incluent ces changements? Donc l'irréversibilité de notre système actuel, le fait qu'on est à plus 1,5 degré, donc on ne va pas pouvoir retourner exactement aux mêmes écosystèmes. Alors je suis désolée, mais je ne suis pas sûre d'avoir compris votre question. Oui, effectivement, il n'y a pas de marche arrière sur le climat. Mais du coup, oui, quelle est votre question sur la production énergétique? J'ai compris, a priori. Non. Par exemple, on a une solution qui nous disait il faut restaurer les écosystèmes actuels, ce qui est une bonne solution, mais on est déjà parti sur un scénario à plus 1,5, plus 3 degrés. Et est-ce que c'est vraiment viable de restaurer les écosystèmes actuels et de ne pas plutôt essayer de restaurer ou de créer des écosystèmes qui seraient plus adaptés à ces conditions climatiques? Alors ça, malheureusement, on ne sait pas faire. Alors on peut s'adapter, mais à la marge. Un bon exemple, c'est
des chercheurs qui essayent d'aider les forêts à s'adapter. Les forêts, elles sont en grande souffrance aujourd'hui, même en France, parce que, évidemment, un arbre, ça ne se déplace pas, et donc on observe une forte mortalité des forêts. Donc, une des choses qui a été testée, c'est de prendre des espèces qui sont adaptées, par exemple, au sud de la France, et de les planter dans le nord de la France pour voir si, justement, ça permettrait de transformer nos forêts en changeant les variétés, les variétés d'arbres. Ce que, malheureusement, on se rend compte, et c'est là que en fait, notre biosphère elle est extrêmement, et notre système Terre il est extrêmement complexe, et on a parfois l'impression que, évidemment, nos connaissances scientifiques n'ont jamais été aussi importantes, mais en fait, on ne comprend qu'une toute petite fraction du fonctionnement de nos écosystèmes. Et donc, de transférer ces espèces d'arbres plus au nord, en fait, au contraire, ça accélère l'assèchement de ces zones. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces arbres sont adaptés à un climat plus chaud, et donc ils ont des surfaces foliaires plus petites pour avoir moins d'évapotranspiration, pour perdre moins d'eau via la surface de leurs feuilles. Et donc le problème, c'est que si on les transfère dans des régions plus au nord, eh bien, ces feuilles plus petites font moins d'évapotranspiration. Alors l'évapotranspiration, c'est ce qui produit la pluie. On en a parlé tout à l'heure. Et donc, au contraire, ça accélère le changement et l'assèchement des zones plantées. Donc, c'est juste pour justement donner un exemple du fait que la capacité d'adaptation, je ne dis pas qu'elle est nulle, mais elle est faible, elle est limitée et on ne maîtrise pas tout. Donc, la seule chose, vraiment la première chose qu'on doit faire, c'est limiter le changement, justement, arrêter le dépassement des limites planétaires, essayer de revenir en arrière sur celles où on peut revenir en arrière. Par exemple, je reprends la biodiversité, c'est clair qu'on ne va pas redonner vie aux espèces disparues. Par contre, on le voit que quand on protège des écosystèmes, eh bien, la biodiversité peut regagner énormément de terrain. Et donc, c'est ce qui dans le levier que vous évoquiez, celui de restaurer les écosystèmes, eh bien, un des points absolument clés, c'est de protéger à minima 30% des espaces terrestres et marins pour que justement la biodiversité puisse de nouveau s'y développer. Et donc, c'est tout à fait possible de le faire. D'ailleurs, un grand nombre d'associations se battent pour le faire. C'est ce que demande l'IPBES, donc l'équivalent du GIEC pour la biodiversité dans ses rapports. Minimum 30% et jusqu'à 50% des écosystèmes terrestres et marins. Et ça, c'est une absolue priorité pour lutter contre l'effondrement de la biodiversité. Mais aussi avec des impacts positifs sur d'autres limites planétaires. On l'a vu par ricochet sur le climat, sur le cycle de l'eau, etc. On va arrêter la session de questions-réponses ici. Merci Madame Boilly d'être venue. C'était vraiment très plaisant et très instructif. Eh bien, merci à vous de m'avoir reçu. Merci beaucoup.